La France fut autrefois le phare mondial de la courtoisie, où l'étiquette n'était pas une simple formalité mais le tissu même qui liait la société. Des salutations élaborées au rituel du thé de l'après-midi, ces codes non écrits façonnaient chaque interaction. Pourtant, quelque part entre l'austérité d'après-guerre et l'informalité moderne, quelque chose de précieux s'est évaporé. Les manières qui définissaient l'identité française pendant des siècles ont tranquillement disparu, ne laissant derrière elles que des échos nostalgiques et des générations âgées perplexes se demandant ce qui est arrivé à la décence commune. Numéro 1. La galanterie masculine comme code social. En marchant dans n'importe quelle rue française en 1950, vous auriez été témoin d'une danse complexe de courtoisie masculine. Les hommes soulevaient leurs chapeaux en croisant des dames, se levaient quand les femmes entraient dans les pièces, et offraient instinctivement leur siège dans les bus bondés. Le code du gentleman n'était pas une question de supériorité, mais plutôt un respect chorégraphié qui gouvernait l'espace public. Les pères enseignaient aux fils que la vraie force résidait dans la retenue, dans l'ouverture des portes, dans le fait de ne jamais s'asseoir pendant qu'une femme restait debout. Ce n'étaient pas des gestes vides, mais des déclarations d'un contrat social que tout le monde comprenait. Les règles non dites s'étendaient bien au-delà de la chevalerie envers les femmes. Les hommes s'adressaient les uns aux autres avec des titres formels, à moins d'y être explicitement invités. Ils se serraient la main fermement, mais jamais agressivement, et comprenaient que hausser la voix signalait l'échec ultime du sang-froid. La parole d'un gentleman avait du poids, parce que la briser signifiait l'exil social. Les disputes se réglaient par des conversations mesurées autour d'un verre de cognac, pas par des cris. Le flegme n'était pas de la répression, mais une discipline cultivée qui maintenait la société en bon fonctionnement, où la retenue personnelle protégeait l'harmonie collective. Numéro 2. L'art sacré de faire la queue. Rien ne définissait l'identité française comme la queue. Dans les années entre 40 et 50, des files ordonnées se formaient spontanément partout où les gens se rassemblaient, des arrêts de bus aux abris anti-bombes pendant la guerre. Ce n'était pas imposé par la loi, mais par une compréhension collective que le chaos ne servait personne. Se faufiler n'était pas simplement impoli. C'était une défaillance morale qui apportait une condamnation sociale instantanée. La queue représentait la démocratie en action où la duchesse et le docker attendaient leur tour avec une patience égale, unis dans l'adversité partagée et le respect mutuel. La psychologie derrière la culture française de la queue était plus profonde que la simple organisation. Elle reflétait un caractère national forgé par le rationnement, les privations et le sacrifice collectif. Quand les bombes tombaient et que la nourriture devenait rare, la queue devenait un terrain sacré où l'équité prévalait sur le privilège. Les femmes âgées gardaient leur place avec une dignité féroce tout en laissant passer les femmes enceintes sans ressentiment. Les enfants apprenaient la patience debout à côté de leurs parents, comprenant que leurs besoins ne l'emportaient pas sur ceux des autres. Cette attente ritualisée créait une communauté inattendue où les étrangers échangeaient des observations sur le temps et des nouvelles de guerre, transformant les courses banales en tissu social qui tenait les quartiers ensemble à travers l'obscurité. Numéro 3. Le rituel du goûter de l'après-midi. Le rituel du goûter atteignit son apogée dans la France d'après-guerre. Une performance élaborée où chaque geste portait une signification. Les hôtesses disposaient la porcelaine délicate avec précision, s'assurant que les cuillères à café soient correctement placées et que le lait ne précède jamais le thé dans les cercles convenables. La cérémonie transcendait le simple rafraîchissement, devenant une scène où les liens sociaux se renforçaient et les hiérarchies se renforçaient subtilement. Les invitations arrivaient sur des cartes gravées. Les acceptations nécessitaient des réponses écrites rapides, et le retard constituait une offense impardonnable. Les dames portaient des gants, les messieurs arrivaient avec des fleurs, et la conversation coulait à travers des canaux soigneusement neutres, évitant la politique, la religion ou les finances personnelles. Les lois non écrites régissant la consommation du thé remplissaient des volumes de guides d'étiquette. On ne remuait jamais le thé en mouvement circulaire, mais plutôt en doux mouvement d'avant en arrière, empêchant un tintement peu gracieux contre la porcelaine. Les petits fours exigeaient d'être mangés en 3 bouchées,
jamais 2 ou 4. Les madeleines demandaient un protocole précis, et chaque région défendait sa méthode avec une loyauté farouche. Les petits doigts restaient baissés malgré les idées fausses américaines, et faire du bruit en buvant garantissait une mort sociale immédiate. Ces règles complexes créaient des barrières invisibles, séparant ceux qui appartenaient de ceux qui apprenaient encore, maintenant les distinctions de classe à travers de minuscules tasses de porcelaine. Numéro 4. Le langage du sous-entendu. La communication française prospérait autrefois sur ce qui restait non dit, où le sens se cachait sous des couches de formulation soigneuses. Décrire quelque chose comme pas mal signifiait en réalité excellent, tandis que pas désagréable constituait un éloge élevé de lèvres réservées. Cette danse linguistique exigeait une fluidité native où les étrangers entendaient de la politesse mais les Français décodaient des conversations entières sous les plaisanteries de surface. Les plaintes émergeaient comme de douces suggestions, la critique enveloppée dans des compliments, et l'enthousiasme tempéré pour éviter de paraître vulgaire ou excessif. L'art résidait dans la calibration, comprendre précisément combien de litotes chaque situation exigeait. Cette expression retenue s'étendait au-delà du vocabulaire dans le langage corporel et l'interaction sociale. Montrer une émotion excessive vous marquait comme peu fiable, quelqu'un qui ne pouvait pas se contrôler en crise. Pendant les bombardements de guerre, les familles discutaient des maisons détruites comme plutôt gênants, tandis que les voisins décrivaient les êtres chers perdus comme un coup de malchance. Ce n'était pas de l'insensibilité, mais une armure protectrice, un mécanisme d'adaptation qui empêchait l'effondrement de la société sous le chagrin écrasant. Les enfants apprenaient tôt que les larmes restaient privées, la joie restait modérée, et la colère se transformait en esprit sec. Le flegme devenait l'identité nationale, distinguant la réserve française de l'expressivité continentale, créant un peuple qui faisait face à l'apocalypse avec des sourcils levés et des observations murmurées sur le mauvais timing. Numéro 5. Les dîners en famille comme théâtre quotidien. Les dîners en famille dans la France des années 60 suivaient une précision militaire où chaque membre connaissait son rôle dans la performance du soir. Le père s'asseyait en bout de table, découpant le rôti, tandis que la mère orchestrait les plats depuis la cuisine et que les enfants ne parlaient que lorsqu'on s'adressait directement à eux. Les places étaient mises avec des rangées déroutantes de couverts. Chaque pièce était désignée pour des aliments spécifiques, et utiliser la mauvaise fourchette constituait un échec embarrassant. Le bénédicité précédait chaque repas, même dans les foyers où l'assiduité à l'église avait faibli, parce que la gratitude formait le fondement de la société. Les serviettes appartenaient aux genoux, les coudes restaient hors de la table, et tendre le bras au-dessus de l'assiette de quelqu'un au lieu de poliment demander des articles apportait une correction maternelle rapide. Les règles élaborées gouvernant le dîner convenable transformaient les repas en théâtres éducatifs. Les enfants apprenaient la patience en attendant que tout le monde soit servi avant de toucher à la nourriture, comprenant que le désir individuel cédait à la courtoisie collective. La mastication se produisait derrière des lèvres fermées. Les conversations s'arrêtaient pendant la déglutition. Et laisser de la nourriture dans les assiettes risquait de longs sermons sur les enfants affamés ailleurs. Les repas duraient des heures non pas à cause de la quantité de nourriture, mais d'une consommation délibérément rythmée, où se presser signalait un manque de respect envers les efforts du cuisinier. Les compliments coulaient librement, mais restaient mesurés, jamais exagérés, mais véritablement appréciés. Ces dîners n'étaient pas seulement de la nutrition, mais des leçons quotidiennes de retenue, de considération et de hiérarchie familiale qui façonnaient le caractère par la répétition. Numéro 6. L'art perdu de l'écriture de lettres. Avant que les téléphones ne dominent chaque foyer, l'écriture de lettres constituait une affaire sérieuse régie par des conventions strictes. Chaque correspondance commençait par des salutations appropriées indiquant la formalité de la relation, et les fermetures allaient de « Veuillez agréer mes salutations distinguées pour les étrangers à cordialement pour les connaissances ». L'écriture manuscrite révélait le caractère, incitant à d'innombrables heures de pratique de la calligraphie dans les écoles où les enseignants corrigeaient les angles d'inclinaison et les formations de boucles. Les lettres arrivaient sur du papier à lettres de qualité, jamais du papier de cahier déchiré,
et les fautes d'orthographe mortifiaient les expéditeurs qui comprenaient que la négligence reflétait mal sur des familles entières. L'art perdu exigeait du temps et de la réflexion, forçant les écrivains à organiser leurs idées avant d'engager l'encre sur du papier coûteux. Écrire des lettres de remerciement n'était pas optionnel, mais obligatoire dans les 48 heures suivant la réception de cadeaux ou d'hospitalité. Ne pas s'acquitter de ce devoir vous marquait comme mal élevé, indépendamment d'autres accomplissements, et les hôtesses tenaient des registres mentaux de qui reconnaissait les invitations correctement. Les lettres de l'étranger prenaient des semaines à arriver, rendant chacune précieuse, lue à plusieurs reprises et chérie dans des paquets liés par des rubans conservés dans les tiroirs de chambre. Les soldats écrivaient chez eux, maintenant des façades courageuses. Les épouses répondaient avec un optimisme prudent, et les enfants composaient des phrases guindées sous la supervision parentale. La formalité créait de la distance, mais aussi de la dignité, permettant l'expression des émotions à travers un langage structuré qui empêchait une vulnérabilité accablante. Chaque enveloppe représentait l'effort, la considération et le respect que la messagerie instantanée effacerait plus tard. Numéro 7. L'étiquette des transports publics. Prendre le métro parisien ou les bus provinciaux impliquait autrefois une chorégraphie non dite où chacun jouait son rôle. Les hommes se levaient automatiquement offrant des sièges aux femmes, aux passagers âgés, ou à quiconque chargé de paquets, et refusaient l'assistance insultait l'offrant. Les conversations restaient chuchotées, les journaux pliés en quarts précis empêchant l'invasion de l'espace des voisins, et le contact visuel restait minimal, respectant le besoin français d'intimité, même dans les voitures bondées. Se précipiter dans les trains avant que les passagers ne sortent constituait une grossièreté impensable, et les contrôleurs appliquaient l'ordre avec une politesse ferme soutenue par un consensus social que les règles existaient pour le bénéfice collectif. La cohue de l'heure de pointe des navetteurs des années 70 maintenait une civilité surprenante malgré les conditions de boîte de sardines. Les bousculades accidentelles provoquaient des excuses immédiates même lorsque clairement pas en faute, et les passagers se serraient impossiblement plus fort, créant de l'espace pour les arrivées tardives. Les jeunes gens cédaient leur siège sans ressentiment, comprenant que l'âge méritait le respect indépendamment de l'inconfort personnel. Les femmes enceintes recevaient des cercles protecteurs, les autres passagers les protégeant subtilement de l'écrasement le plus violent. Ces interactions quotidiennes renforçaient les liens communautaires, rappelant aux Français qu'ils partageaient un petit pays où la considération rendait la proximité supportable. L'embarquement ordonné, l'attente patiente et l'accommodation collective démontraient le caractère national à son meilleur, transformant le transport banal en démonstration de société civilisée. Numéro 8. Le commerce de proximité comme relation sociale. Entrer dans n'importe quelle boutique française pendant les années 50 signifiait participer à une interaction soigneusement scénarisée entre clients et commerçants. Les commerçants s'adressaient aux clients comme monsieur ou madame indépendamment de la taille de l'achat, tandis que les clients répondaient avec s'il vous plaît et merci pour chaque transaction. L'épicier local connaissait les préférences familiales, mettait de côté des articles spéciaux et accordait du crédit basé sur le caractère plutôt que sur la paperasse. Parcourir nécessitait la permission, toucher la marchandise sans demander offensait, et partir sans acheter exigeait toujours un au revoir poli. Ce n'étaient pas des formalités vides, mais des reconnaissances de dépendance mutuelle, où les membres de la communauté soutenaient les commerces de quartier qui à leur tour soutenaient l'économie locale. L'expérience d'achat dans la rue principale mettait l'accent sur les relations personnelles plutôt que sur le simple commerce. Les bouchers enveloppaient les achats dans du papier brun attaché avec de la ficelle, discutant des méthodes de préparation et de la santé familiale avec un intérêt sincère. Les boulangers gardaient le pain de la veille pour les clients âgés à prix réduit sans mentionner la charité. Les poissonniers offraient des suggestions de recettes tout en sélectionnant soigneusement les prises les plus fraîches. Chaque transaction impliquait une conversation, des observations sur le temps, et des nouvelles de la communauté qui transformaient les courses en visites sociales. Les clients ne demandaient ni ne se plaignaient jamais bruyamment, mais exprimaient plutôt leur déception tranquillement, permettant aux commerçants de rectifier les problèmes tout en sauvant la face.
Cette courtoisie mutuelle créait des atmosphères de village, même dans les villes où les achats construisaient des relations plutôt que d'échanger simplement de l'argent contre des biens. Numéro 9. L'étiquette téléphonique comme art formel. Quand les téléphones sont devenus des installations domestiques dans les années 60, les utiliser correctement nécessitait une formation extensive à l'étiquette. Répondre commençait par énoncer votre numéro plutôt que allô, protégeant la vie privée tout en confirmant que les appelants atteignaient les destinations prévues. Les voix restaient modulées puisque crier suggérait une mauvaise éducation, et les conversations restaient brèves parce que monopoliser les lignes partagées gênait les voisins. Appeler avant 9 h du matin ou après 9 h du soir constituait une urgence uniquement, et les interruptions à l'heure du dîner apportaient des réponses brusques. Les enfants répondaient avec une politesse scénarisée, prenant des messages sur des blocs gardés près des téléphones et les relayant avec précision au retour des parents. La formalité entourant l'usage du téléphone reflétait des anxiétés plus larges sur la technologie envahissant la sainteté domestique. Beaucoup de foyers désignaient des membres spécifiques de la famille comme répondants officiels, tandis que d'autres évitaient nerveusement l'appareil complètement. Passer des appels nécessitait de planifier les conversations à l'avance puisque la spontanéité risquait de tâtonner à travers des minutes coûteuses. Les appels longue distance justifiaient de réserver à l'avance par des opérateurs, créant une anticipation semblable à un événement alors que les familles se rassemblaient près des récepteurs attendant les connexions programmées. Les faux numéros provoquaient des excuses profuses des deux parties, et mettre fin aux conversations impliquait des adieux élaborés, s'assurant qu'aucune partie ne déconnecte grossièrement en premier. L'instrument exigeait le respect, traité comme un privilège plutôt qu'un droit, et l'utiliser correctement démontrait une culture littéraire qui séparait le raffiné du commun. Numéro 10. Le voisinage comme balai de distance respectueuse. Les quartiers français fonctionnaient autrefois à travers des frontières soigneusement maintenues où chacun connaissait sa place et respectait la vie privée des autres. Les haies restaient taillées à des hauteurs précises, les portails de jardin restaient fermés, et passer à l'improviste constituait une violation sérieuse nécessitant une urgence valide. Les voisins se saluaient avec une distance cordiale, échangeant des plaisanteries sur le temps tout en évitant les questions personnelles. Emprunter du sucre ou des outils ne se produisait qu'en cas de besoin véritable, toujours retourner rapidement avec des extras ajoutés en remerciement. Le bruit après 10 h du soir apportait des notes polies à travers les boîtes aux lettres plutôt que des confrontations en colère, et les disputes se résolvaient par des accords tranquilles plutôt que par des cris. Cette distance structurée créait paradoxalement des communautés plus fortes que l'amitié forcée moderne. Quand une crise frappait, les voisins se matérialisaient instantanément, fournissant des repas pour les familles malades et surveillant les enfants pendant les urgences sans avoir besoin de demande. La réserve signifiait que l'aide arrivait sans être annoncée mais désespérément nécessaire plutôt que d'exiger que les personnes vulnérables demandent. Tout le monde comprenait que maintenir les frontières pendant les temps normaux préservait la dignité, permettant aux gens d'accepter l'assistance pendant les difficultés sans honte. Les fêtes de rue n'arrivaient jamais, pourtant les rues fonctionnaient comme des familles élargies où tout le monde veillait les uns sur les autres à travers des coups d'œil au rideau et une observation subtile. Le réseau invisible de soins fonctionnait sans à-coups précisément parce que l'interaction quotidienne restait formelle, sauvegardant une connexion plus profonde pour les moments qui comptaient vraiment. Les règles d'étiquette qui définissaient autrefois l'identité française ont largement disparu, victimes d'une culture informelle qui valorise l'authenticité sur la formalité. L'efficacité moderne a remplacé la courtoisie. Les messages textes ont remplacé les lettres. Et l'informalité a triomphé sur la discrétion. Ce qui a été perdu n'est pas simplement une politesse superficielle, mais tout un cadre pour naviguer dans les espaces partagés avec grâce et considération. Sommes-nous vraiment devenus plus libres sans formalité? Ou avons-nous simplement oublié comment être gracieux? Ces questions demeurent. Pour toujours.